Bienvenue dans un débat foot Marseille forcément très joyeux au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Salzbourg. Jean-Mimi, prépare-nous le stade, hein. On te prévient depuis des semaines. Faut que tu tiennes prêt, hein, parce que là on n'a pas le temps. Et on vous a préparé une émission aujourd'hui, OM Prestige Worldwide. Celui qui trouve la référence à ce film tout pourri que j'ai glissé dans ce OM Prestige Worldwide, il aura ma reconnaissance éternelle. Donc, je vais présenter mes invités, arrêtez de faire mes blagues de merde. Gary de Massilia Sound System. Salut Gary, ça va? Eh ben ça va, impeccable. Je me suis réveillé avec les yeux qui brillaient. Et voilà. Comment faire une meilleure introduction? Bien meilleure que la mienne d'ailleurs. Merci. À côté de toi, Mike de donc OM Fan Club Miami. Salut Mike. Bonjour, enchanté. Toi aussi, tu étais au stade hier. C'était exceptionnel. J'ai pas beaucoup dormi. Je crois que j'ai pas dormi du tout en fait. C'était magique, magnifique, extraordinaire. J'ai pas de mots. J'ai ouvert la fenêtre ce matin. Allez l'OM, mais j'ai toujours pas fini. Voilà. Je suis encore là-bas. Et dans la deuxième partie de l'émission, on aura Mika, ton collègue d'OM Fan Club Miami, oui. donc qui viendra te remplacer, substitute. Okay. On espère qu'il sera aussi décisif que Clinton NG. Et ouais, on aime Clinton NG. Même Clinton NG, on l'aime ce matin. Bravo Clinton, meilleur président des États-Unis. Clinton président, tu vois, on est raccord avec les États-Unis là, c'est bon. Mais vraiment, c'est trop fort. Et puis Captain Massilia, Hervé Berkane. Eh oui, voilà, il fallait. Les Avengers. Voilà, hier on a eu les Avengers, ils étaient là. Voilà, c'est qui Captain Massilia? C'est Dimitri Payet. Je sais pas, je pense que c'est toute l'équipe, ils ont été phénoménaux, pardon. Phénoménaux. Ouais, c'est mieux. Phénoménaux. Bon, sur toutes ces bonnes blagues, on va passer au programme. Donc, en première partie, il y aura un débrief, bien sûr, de cet OM Salzbourg qui nous a fait plaisir. Peut-être pas autant que le match de Leipzig, mais contexte différent, tout ça. On va y revenir. On va parler de Jean-Michel Aulas, qui est un nom auquel on ne peut pas échapper cette semaine à Marseille. Mais on commence tout de suite avec l'humeur du jour. Alors j'avais envie de revenir pour cette humeur, alors bien sûr je suis d'excellente humeur, mais j'avais envie de revenir sur Jean-Michel Aulas, vous savez ce truc que tout le monde a en tête. Alors il y a des mots pas très sympas dedans, mais ça m'a fait penser que cette saison, le Vélodrome se réveillait au niveau de la créativité. Ça fait plusieurs saisons qu'on dit, vous voyez c'est toujours les mêmes chants dans les travées du Vélodrome, etc. Cette saison on a donc ce super chant à la gloire de Jean-Michel Aulas. On en a eu un génial pour Luis Gustavo. J'ai aussi entendu quelque chose pour Kostas Mitroglou lors du match contre Lille. Bref, on retrouve des virages créatifs et ça fait plaisir. Donc sur le terrain, c'est très bien, mais en tribune, ça se réveille aussi. Donc on a la chance d'avoir un musicien sur le plateau. Gary, qu'est-ce que tu penses de la finesse de composition des virages cette saison ? Non, c'est bien. C'est bien, ben, un peu comme en Angleterre, là, ça manquait un peu à Marseille, là, de faire un peu des chansons standards pour chaque joueur. Tu sais, ça amène un truc, je pense, de fraternité entre les joueurs et les tribunes, etc. Ouais. Je sais, ça a touché Luis Gustavo, par exemple. Lui, ça me fait plaisir. Et puis j'ai vu Luis Gustavo qui est allé visiter les Winners, rencontrer les minots, jouer un peu au baby avec eux. Alors évidemment, il fait ça comme, mais il le fait. Ouais. Il le fait, les autres ne le faisaient pas obligatoirement. Donc il y a une petite proximité entre les joueurs et les fans, là, je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Et c'est vrai, Hervé, qu'on en parle des fois, on se dit à l'époque, dans les années 80-90, les joueurs étaient plus proches aussi des tribunes, des supporters. Ça permet d'avoir des chants à leur gloire, justement de les rapprocher, parce que comme a dit Gary, c'est vrai, tu as raison, parce que je me rappelle Eric Dimeco qui est venu à l'entraînement avec sa coccinelle violette. Son sac, tu sais comme ils avaient les poubelliers là, un osier là, il mettait ses fringues, il n'avait même pas de sac de sport. Il avait dit oh les potes ça va et tout, il arrivait, il nous parlait, tout ça et tout. Et ça après il y a eu un peu un tunnel, peut-être après la Coupe du Monde 98 où il y a une starification et ça s'est perdu. Et donc de retrouver ce retour aux sources avec les supporters, c'est ce qui fait la faculté de notre peuple marseillais, voir ce qui s'est passé à Paris, tout ça et tout. Il y a un truc, voilà, et c'est fantastique. Et Luis Gustavo, c'est un Sud-Américain, c'est Marseillais en fin de compte. Ces nouveaux chants, ils sont exportés jusqu'à Miami, Mike? Oui, bien sûr, évidemment. Tout le monde les connaît, évidemment. Et voilà. Donc on va s'arrêter là. C'était une petite parenthèse pour féliciter les tribunes un peu d'avoir créé cette saison. Et on reviendra sur l'ami Jean-Michel Aulas un peu plus tard. Mais tout de suite, on va parler de ce qui nous fait plaisir ce matin, ce qui nous rend le sourire, c'est OM Salzbourg et pas OM Leipzig. Ne confondez pas.
Alors, on revient sur cette victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 face à Salzbourg, avec début de Florian Thauvin de la tête et pas de la main, monsieur Sansfourche. On te le répétera pas assez souvent, on veut bien te défendre, mais il faut que tu fasses des efforts. Et en deuxième période du meilleur président des États-Unis, Clinton NG. Il voulait faire plaisir à Franck McCourt, c'est bien vu Clinton. La prolongation, elle est plus très loin. Alors, avant de parler du match en lui-même, je voulais parler un peu de l'ambiance. Donc, Mike, comment tu as vécu cette ambiance au Stade Vélodrome? Moi je viens pas souvent ici, je viens une fois par an, on va dire. La dernière fois que j'étais venu, c'était contre le match de Rennes, on a perdu 3-1. Donc évidemment, c'était pas la même ambiance, c'était pas le même stade, c'était pas bon. Là, c'était juste, j'en pleurais, c'était juste extraordinaire. L'ambiance à l'extérieur du stade, à l'intérieur du stade, tous les fanatiques, les ultras, c'était... Je pense que voilà, c'était extraordinaire. Gary, comment tu as vécu ça? Toi, tu étais avec ton petit, si j'ai bien compris. Ouais, j'étais avec mon fils. On nous a invités. On a eu de la chance là. Hier, on a un pote qui nous a fait avoir 2 places en haut de Jean-Bouin. Donc c'était magnifique. Je ne suis pas habitué à aller dans les tribunes. Moi, je vais toujours dans les virages. Mais là, le petit, il est un peu minus pour des ambiances comme ça. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Je me suis fait les 2 tifos. J'ai adoré ce qui se passait autour du stade avant le match et après le match, cette espèce de fraternité où je retrouve l'essence des supporters marseillais, ces mecs tout fous, mais ces mecs aussi qui sont respectueux des plus anciens, etc. Et qui vivent un rêve éveillé. On a l'impression qu'à Marseille il fait beau depuis 15 jours, 3 semaines. Même aujourd'hui c'est un peu couvert, il fait beau, tout le monde est heureux, tout le monde est... alors il y en a qui trouvent ça concombre, mais nous on a ce déterminisme qui nous soude, cet Olympique magnifique là, et dans ces moments-là, Marseille c'est juste le paradis, quoi. Et en plus, pour revenir là-dessus, parce que après je vais donner la parole à Hervé qui lui a vu le match hors du stade, mais à l'intérieur du stade aussi, c'est qu'en Jean-Bouin on gagnait, ça chante maintenant. Ça chante, ça saute, tout le monde participe, c'était juste extraordinaire, tout le monde avec les écharpes. Hier, on a même vu un fumigène en gagné. On a pris une photo, quoi. Parce René. Un dissident. Voilà. Donc toi, Hervé, tu as vu ce match avec des amis dans un bar parce que tu es superstitieux. Tout à fait, parce que je suis superstitieux parce que ça fait 6 mois que je gonfle tout le monde. Je dis, moi, je veux l'Europa League. En fin de compte, elle est presque au bout du chemin. Et j'ai refusé 3 fois hier des amis qui m'ont appelé, dire j'ai des places, viens. J'ai dit non, je bouge pas. Et j'ai pas bougé. Je me suis mis à l'endroit où je suis depuis le début de l'Europa League. Et voilà, c'est la superstition. Je me déplacerai que pour la finale si Dieu préserve, on y arrive. Et j'espère qu'on va y arriver, qu'ils vont s'en convaincre. Mais je peux vous dire que même à l'extérieur, il y avait des gens, pendant le repas, c'était plein. Avant, c'était plein. Après, il y a eu un petit creux le temps que les gens sortent du stade. Et ça s'est retrouvé plein. C'était des hordes qui sortaient. C'était sur le Prado Murano. C'était impressionnant, vraiment. Et c'est ça. Je pense que supporter, c'est bien qu'on est au stade, c'est le top. Mais après, il faut jamais. Il y en a, ils font la distinction, ça me gêne un peu, les supporters au stade, ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas d'ici, tout ça. Tu sais quoi, tu aimes l'OM, que tu sois n'importe quelle race, religion, couleur, où tu habites, au pôle Nord, exactement. Miami et tout. Voilà, c'est un concept, c'est une foi, il faut respecter tout le monde. Et voilà, et puis quand on a marqué le but, ça a explosé comme c'était des Émirats. J'ai vu une table de 15 jeunes, c'était n'importe quoi. Et voilà, et puis c'est fantastique. Vraiment, c'était une très belle ambiance et ça nous rappelle, nous qui sommes un peu plus vieux avec Gary, ça nous rappelle des choses quand même, hein, à nous, ce qui se passe là. C'est des trucs où on a eu les frissons. On leur souhaite. Et pourtant, l'ambiance était excellente. Et puis, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis, peu importe où vous êtes, si vous avez la passion OM. D'ailleurs, ça nous a fait grand plaisir de voir des scènes de joie à Paris. Hein, cette vidéo, elle est mythique, là. On ne voit pas des scènes de joie à Marseille quand il y a des titres de Paris. Et... mais c'était quand même un peu moins électrique que contre Leipzig. C'était dû au scénario. Non, je ne sais pas si vous y étiez aussi contre Leipzig, mais c'était moins électrique. Il y avait moins... Déjà, Leipzig, c'est un match retour. Il y a ce truc, tu vois, de suspense, un scénario Hitchcock, quoi, tu vois, voilà. Là, on est au match aller. On a une équipe en face qui a joué tactiquement très serré. Ça a été quoi, ils sont bons. Moi, je les ai trouvés meilleurs que Leipzig. Leipzig, ça fanfaronne un peu en attaque, mais c'est plus solide. Salzbourg, ils ont un meilleur collectif. Bon, on va passer au match. Donc, Salzbourg, ils ont un meilleur collectif. Je ne sais pas si ça vous avait fait la même impression, Hervé, Mike. Tu sais, écoute, moi j'ai dit ils ont mis 10-15 minutes à rentrer dans le match. Au début, c'était un peu tendu. Nous, on ne savait pas où on allait, tout ça et tout. Après, le but, ça a été, mais c'est un bloc quand même. Comme tu as raison, Gary, c'est vraiment un bloc. Il faut faire attention parce que c'est des gens sérieux. Et comme tu m'as dit hors antenne, tu m'as dit l'entraîneur, il dit je suis déjà presque dans le prochain match. L'arbitrage dit on s'en fout, on regarde devant.
faut se méfier quand même de ces gens-là. Il faut pas... On a fait le score idéal que tout le monde aime faire en Coupe d'Europe, 2-0. Tu dis, tu prends pas de but, tu as deux buts. C'est vrai, si tu plantes un but là-bas, ben, il faut en marquer 4, comme on en a parlé. Mais voilà, c'était sérieux. Je regardais les stats, peut-être vous les avez pas vus en direct. Ils les ont balancés sur Beansport. Dédicace à Mathieu, il comprendra. Et c'était flagrant, 53% de maîtrise du ballon pour eux, 10 à 20% de passes en plus pour eux. Enfin, les stats, elles étaient à part une, je crois, pour nous. Même les fautes, on en a fait plus qu'eux, je crois. Je suis pas sûr, parce que Garcia a souligné en conférence de presse après qu'ils avaient fait beaucoup de fautes. Mais c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes de manière générale parce que ils sont intelligents tactiquement. Je vous recommande l'écoute d'un podcast qui s'appelle Vue du banc. C'est des spécialistes tactiques qui avaient mis en garde là-dessus. Ils avaient dit qu'ils font beaucoup de fautes. C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes, mais parce que je pense qu'ils savent qu'ils ont des limites individuelles, mais qu'au niveau collectif, voilà, s'il faut stopper un mec, ils stoppent un mec. Moi, sincèrement, tactiquement, c'était impressionnant moi, en face. Hein. Et on a vraiment été fort, on a fait preuve vraiment d'un mental hors norme pour arriver à ce résultat. C'était pas un match facile. Hein. J'avais l'impression de voir un vieux match italien, tu sais, où c'était compact sur 40 mètres, tu vois. C'était pas étiré, hein. Ça se jouait sur ça. Hein. Et sincèrement, bravo. Il y avait des joueurs que... Bounassar, ballon d'or à la fin du match, je veux dire, c'est dingue. Tout le monde s'est battu et tout le monde a fait son travail. Je pense qu'on n'a pas lâché l'affaire. On a, comme a conseillé le boss, il ne faut pas les laisser respirer. Et je pense qu'on était sur tous les ballons. On était là, on n'a pas laissé passer. Un ballon qui traînait, on était 2 dessus, 3 dessus, on faisait pression. Et est-ce que c'est un truc qui est un peu revenu dans l'après-match, encore une fois dans la fan cam, on nous a dit un peu, ouais, c'est bon, on est en finale, il faut peut-être se calmer un petit peu, non, Gary? On vit une année bizarre en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si vous suivez un peu les autres matchs, il y a des scénarios de dingue. Hein. Ah, c'est difficile de passer à côté. Tu gagnes 3-0 le match aller, tu n'es pas sûr d'être qualifié après. Non, complètement. Donc, et on ne parle pas de petites équipes, on parle du Barça, du Real qui n'est pas passé loin, c'est mastodon. C'est aussi pour ça que je me dis que Atlético ou Arsenal, si on arrive à aller en finale, on n'a pas à avoir peur. On va en parler après d'Atlético Arsenal. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de... Il faut marquer là-bas. Il faut marquer d'entrée. Il faut marquer là-bas. D'entrée, après... Tu marques, il faut qu'ils en mettent 4. Et encore les gars, parce qu'il faut marquer. La Lazio avait gagné 4-2 chez eux contre Salzbourg. Et il me semble qu'ils ouvrent le score. Et après, ils s'en prennent 4, ils s'en prennent 3 à un moment en 5 minutes. Genre, tu comprends pas, ils s'en prennent 3 en 5 minutes. Donc même si on en met un... 4-2 chez toi à l'aller, c'est bâtard comme score. Ouais, 2-0, c'est mieux que 4-2 pour toi? Ah ouais. Ah oui. T'as pas pris de but. Ouais. Ah oui. Bon, mais même si tu perds 4-1 en retour, t'es éliminé, même 2-0. Je crois que c'est la première fois depuis 3-4 matchs qu'ils ne marquent pas à l'extérieur. Hein. Aussi. Et ils ont très peu perdu cette saison. Je crois qu'ils ont perdu que 3 fois. Ce que Garcia avait dit en avant-match, donc ça doit être la 4e défaite. Donc voilà, pas facile. Donc toi aussi, Hervé, t'appelles à l'humilité. Ah, l'humilité toujours. Le football, oh là là, tu sais, on a trop vu des matchs, un peu avec l'expérience. Les gens qui disent c'est gagné d'avance, non, calmez-vous. Travaillez, soyez sérieux. Je pense que Garcia les a vraiment bien préparés mentalement. Il y a eu la couche de Rami, la couche de Gustavo, même Steve de le vestiaire quand même. Et je pense que les patrons, les Payet, tout ça et tout, les Tauvin. Et c'est fantastique. Et puis voilà, il y a le coup d'œil du destin. Tu vois, il marque ce but. Bon, et après, il rentre le ballon. Il y a une main. Mais tu vois, la main, il aurait pu la mettre, il aurait pu sortir, il était à côté du poteau, tu vois. Ça aurait pu détourner la balle. Il aurait pu la détourner lui de l'extérieur. Parce qu'il ne la met pas la main, il ferme les yeux. Peut-être quand on joue au ballon, tu fermes les yeux, tu ne regardes pas le ballon. Quand tu atteint, mais justement, donc les esprits chagrins, donc particulièrement parisiens. Ils étaient légers hier soir, tu as raison. Hein. Ils ont dit oui, bon, déjà, vous jouez contre une petite équipe, le Paris Saint-Germain, vous avez gagné votre Coupe d'Europe contre le Rapide de Vienne. Hein, mais ça, tout juste de côté. Et ensuite, il y a eu l'arbitrage. On a dit, ouais, il y avait peut-être pénalty sur cette faute de Lopez là, dans la surface, cette main, etc. Donc l'arbitrage, est-ce que vous l'avez trouvé bon, mauvais? La meilleure réponse, c'est l'entraîneur de Salzbourg qui l'a faite. Tout à fait. Voilà, point final. Il a dit, moi je pense au match, c'est des faits de jeu, voilà. Même il a été ultra clair, il a dit, on ne va pas pleurer là-dessus. Donc on ne va pas écouter, je sais pas moi. Ouais. Bon, voilà, je suis d'accord pour en rester là. On passe à la suite. Déjà, j'aime pas parler d'arbitrage. Donc on va... Donc sur ce match, on a une grande tradition au Football Club de Marseille, c'est d'élire the man and the merguez of the match. Je sais pas si vous avez some merguez in Miami. Ah oui, alors on a la merguez ici. Vous les appelez vraiment les merguez? Oui. Ok. Complètement. Intéressant. C'est un vocabulaire très... Ils connaissent ça chez nous. Le point charcuterie, donc. Donc, messieurs, je vais vous demander à chacun,
échanger l'ordre. Hervé, quel est ton man of the match? Pour moi, c'est quand même le grand stratégaire, c'est Gustavo, quoi. Je veux dire, le mec, c'est la plaque tournante, il a une sérénité, il se retourne, il sait tout ce qu'il fait. Là, j'ai calculé, je crois qu'il a fait 2 fausses passes dans tout le match. Je suis même pas sûr, je crois qu'il est. Mais si, à un moment donné, il a manqué le transversal, à un moment donné, il a perdu un ballon. Il a des stats hallucinantes. Non, mais tu vois qu'il c'est vraiment. Le grand stratégaire, tu vois, c'est le mec, il est là, il calme tout le monde, il redirige tout ça et tout. Après, il y en a d'autres qui ont fait un très grand match aussi, les Bounassar et tout ça. Même Pelé, qui au début, il est très mal parti avec ses dégagements au pied, il est monté en puissance tout le match. Complètement. Mais là, tu es en train de bouffer les man of the match de tous les autres. Pardon, excusez-moi. Et oui, mais parce qu'après, un match comme ça, tu as envie de mettre tout le monde man of the match. La merguez, il y en a tout le monde, là, j'ai vu, même vous, la moins bonne note, c'était Mitroglou, mais il a fait un taf. Il a fait une taf à la Brandao. Je veux dire, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, tu descends de 20 mètres, tu te prends les buts. Hein. Il a taffé tout ça et tout. Donc pour moi, il n'y a pas de merguez là. C'est pas une merguez, c'est le moins bon du match. On va dire. Alors le moins bon, je sais pas, Mitroglou, on l'a tellement mis à la cave qu'il est en train de revenir. Non, je te jure honnêtement, je n'aimais pas de merguez. Pourtant, j'aime les merguez. Hein. Et là, non. Non merguez. Voilà, Mike, no merguez. man and merguez. Man, c'est, on va dire, pour moi, c'est Bouna. Évidemment, il était présent. Il était Hashtag partout, Bouna 2018. Voilà, Bounastar. Bounastar. Oh, belle. Il était présent, il provoquait, il osait, il débordait sur son côté, les petits ponts, les grands ponts. Je vois un moment, il était sur la droite, il reçoit un ballon, mais sur la passe qu'il reçoit, il fait un grand pont directement. C'est juste exceptionnel ce qu'il a fait, quoi. C'est pas assez. Ouais, je me souviens, en début de seconde période, on galérait, on était un peu sous la pression et tout. Tu sentais qu'il n'y avait que par Bounassar que tu pouvais ressortir la balle parce qu'il avait un peps, un truc. Il faisait des 1-2, les petites balles entre deux joueurs comme ça pour pas être. Il l'a fait 4-5 fois, il faut oser, quoi. Bon, Bounassar, man of the match, et merguez. Voilà. On va dire, je vais dire Mitroglou. Bon, il a quand même fait son travail, exactement. Je vais revenir à ce que tu disais. Chose que ton collègue veut te faire passer un message. On n'a pas besoin. C'est le faux direct, les amis. Lis-nous le message, parce que c'est important. J'ai tweeté ça tout à l'heure. J'ai dit, on n'a pas besoin de Neymar, ni de vos milliards. Nous, on passe l'écart avec Bounassar. Là, c'est la punchline de hip-hop de Miami. Non, Mitro, il a fait son travail. Il était présent. Les ballons qui venaient, il essayait, il mettait la tête. Il allait, il poussait vers le défenseur central. Il a fait son travail, c'est évidemment. C'est un travail de l'ombre, quoi, qu'on ne reconnaît pas forcément. Il n'a pas besoin de. Bon, c'est pas qu'il n'a pas besoin de marquer, évidemment, on aurait voulu qu'il marque. Mais il était présent. Il était présent. Bon, donc merguez, c'est plus difficile aujourd'hui. Gary. C'est difficile. Man of the match, écoute, je vais dire Rudy Garcia, moi. Depuis le début de la saison, il est imparable, il tient bien son équipe, il est toujours en train de noter des trucs. J'aimerais bien savoir ce qu'il note sur ses papiers. Il faut les cahiers. Il fait ses lotos. Il a expliqué, il a dit c'est pour mes discours après match, à la mi-temps, etc. Donc il y a un pragmatisme, une manière de gérer tactiquement l'affaire qui m'impressionne. Voilà. Donc voilà. La merguez, moi c'est plutôt des merguez là, que j'ai vu en bas du virage sud se battre à un moment donné entre eux, là, des merguez marseillaises qui viennent voir le match dans une espèce de stade où il n'y a que de la joie, que du bonheur, machin, qui se fritent entre eux devant les gens qui viennent voir l'OM, les familles et tout ça. Voilà, je les ai trouvés lamentables. Donc je sais pas ce qui c'était. Mais... Heureusement que c'était à la mi-temps et que ça n'a pas perturbé le match. C'est vrai que c'était la seule fausse note de la soirée. Moi je suis surpris qu'aucun d'entre vous n'ait parlé de Payet, quand même 2 passes décisives hier. C'est pas... Le mec, on l'attend depuis le début de saison, on dit ouais 30 millions machin. 2 passes décisives quand même. Je trouve j'ai vu des super notes sur Payet, il fait 2 passes décisives. Il fait son match, tu vois. C'est important, tu étais le meneur de jeu. Mais par rapport à Gustavo, par rapport à Bounassar, par rapport à même Pelé. C'est vrai que Pelé aussi, moi j'aime bien le mettre en avant, mais pour moi, ça me surprend en fait que personne n'ait cité Payet. Parce que je pense qu'il te fait des fulgurances qui sont décisives, mais dans la densité d'un match, tu prends le match dans son ensemble, tu ne le vois jamais 70 ou 80 minutes avoir une emprise totale. Il va te faire 2 fois 10 minutes. Je ne suis pas d'accord avec... Parce que moi je trouve vraiment qu'il a pris de l'épaisseur ces dernières semaines et il se comporte comme un leader et tout. Il est meilleur, mais voilà, moi je mets 3e ou 4e dans les notes, on va dire, si j'avais fait mon classement. Très bon match, très bon match, il n'y a rien à dire. Mais voilà, tu dis,
Gustavo, tu te dis, putain, mais le mec, on dirait qu'il va rien se passer, quoi. Gustavo, on dirait le mec qui est en 4e, le mec qui a redoublé 3 fois. Ouais, c'est ça. Il n'y a que lui qui tient l'équipe tout seul, tu sais. Ça fait ça, hein. C'est ça. Gustavo, c'est la meilleure publicité pour le clonage, quoi. Pour les gens qui sont anti-clonage, si on pouvait le cloner. Ah non, c'est affolant, hein. Et il nous fallait un patron. N'oublions pas que nous avons dit un faux patron qui était Patrice Evra au début. Donc, Patrice, on pense à toi. Il y avait l'OM, mais il y avait aussi une autre demi-finale arbitrée par notre ami Monsieur Turpin. Hein, on l'aime beaucoup, Monsieur Turpin. Et d'ailleurs, apparemment, il s'est fait un nouvel ami, il s'appelle Diego Simeone. Il lui a dit des mots d'amour en espagnol qu'on ne traduira pas ici. Donc, cette autre demi-finale, elle s'est terminée par un match nul, 1 but partout, avec l'Atlético à 10. Donc bon, on n'a pas vu le match, je sais pas ce que moi je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu, ouais, parce que j'ai vu... Tu t'es couché à quelle heure? Mais après, tu sais, tu fêtes, tu bois, tu as les amis qui te rejoignent, et voilà, et donc le repasse à Beansport à la suite, donc je l'ai regardé. C'est vrai qu'ils sont partis sur un mauvais pied, parce que Turpin a vite éliminé. Bon, il y avait faute, mais bon, au bout de 10 minutes ou 12 minutes, il faut attendre un peu quand même, c'est jour barre. Et voilà, donc je pense qu'il est un peu dégainé vite, et après... Putain, ce Griezmann, il a marqué un but. Alors la Casette, tout content. Alors quand il marque le but, la Casette, je pense que la modestie, c'est pas trop son truc. Parce qu'il marque le but, écoute-moi, on leur dit qu'il avait marqué le but de la finale décisive d'une Coupe du Monde. Ouah, ça, tu mets un 0. Calme-toi, tu me fêtes. Bon, mais ça va. Après, tu marques en demi-finale. Oui, mais humilité. N'oublie jamais ça, humilité. Et donc voilà, et après, bon, ils reprennent le dessus, tout ça et tout. Ils n'ont pas été décisifs, ils auraient planté le second, l'Arsenal, ils ont manqué beaucoup de coches. Et après, il se marque un but de ce Griezmann, but de Ratamar. Le défenseur devant lui se manque, il lui balance ce ballon, il tape sur le gardien, ça lui revient, et hop, et après il met l'extérieur gauche, ça tape sur le genou et ça rentre quand même. Et je dis, putain, le mec, il a 3 contre pour lui. Ouais. Mais voilà. Un but à la mi-trop. Voilà, non, mais bon, la patte gauche qu'il a, et puis il est insistant, et puis voilà, maintenant, ils sont et là, ils sont vraiment en bonne posture, je pense, pour la suite, et cette tête de notre ami Wenger, c'était assez sympa. Mais bon, moi, à la rigueur, que ce soit l'un ou l'autre, qu'on y arrive en finale, on s'en fout. Le tout, c'est qu'on a un adversaire, on l'aura. Mais c'est vrai que d'avoir Wenger, ça m'aurait plu. Bon, après, comme tu dis, il ne faut pas croire. Hein, d'ailleurs, on va se sur Arsenal va gagner 2-0 là-bas. Et qu'est-ce qu'on a essayé, tu vois? C'est la question que je voulais poser. Et Gary, tu préfères Arsenal ou l'Atlético en finale? Si on va en finale, parce qu'encore une fois, humilité, ça fait peur. Moi, moi, je suis autant heureux qu'excité ce matin. Parce que je suis heureux de la victoire, mais j'ai un peu peur aussi qu'on se plante, quoi. Donc. Ouais, moi c'est un peu dur de quand même. Je sais pas. De toute façon, il faut qu'on fasse un gros exploit pour gagner cette Coupe d'Europe. Parce que ce soit Arsenal. J'imagine, je trouve qu'on l'a pas encore fait, parce que Leipzig, même Salzbourg. Donc ce gros exploit, il faut le faire en finale, comme on a fait en 93. Le voilà. On l'a fait en finale. Et voilà, que ce soit les uns ou les autres, ça sera très compliqué. Mais sur un match. On va être dur à battre. Au premier poteau. Mike, et toi tu préfères Arsenal ou Atlético? Moi je pense que Atlético Madrid ce serait bien. Pour une chose, on va dire que si pour pas avoir à jouer contre la Gazette. Parce qu'il va jouer dans son stade, autrement à Lyon. Oh bravo ça, belle analyse. Je sens que ça peut le motiver. Les Américains. Il marquait souvent contre nous. Donc c'est juste pour cette extra motivation qu'il n'aura pas. Et je veux pas. C'est ça. On s'arrête là et on va bien remettre les pieds sur terre. On va parler d'un triste cire, le monsieur Jean-Michel Aulas. Allez, cette deuxième grosse partie de l'émission avec un nouvel invité, Mika alias Clinton NG de OM Fan Club. Parce que donc tu es aussi dans le OM Fan Club Miami. Association OM Fan Club Miami, exact. Voilà, donc tu as pris le relais de ton collègue Mike et Mika. Ça s'invente pas, quoi. Exactement. Voilà, on va parler de Jean-Michel Aulas parce que Jean-Michel Aulas, il est largement dans l'actualité cette semaine avec notamment ce truc auquel vous n'avez pas pu échapper, c'est ce chant. Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va bien casser chez toi. Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas. Donc on a l'impression qu'il commence vraiment à cristalliser énormément de haine côté marseillais à son égard, l'ami Jean-Michel Aulas. Donc on va revenir un peu sur sur ce qui s'est passé d'important aussi, qui a encore envenimé la situation cette semaine, ces sanctions de la LFP. Vous en avez pensé quoi, honneur au petit nouveau, Mika? Moi je trouve ça injuste.
Vraiment très très bizarre. Très bizarre. Je me demande s'il n'y a pas des dessous de table. Surtout là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et comme par hasard, l'autre il frappe un joueur, il se prend 3 matchs. Je trouve ça vraiment bizarre. Normalement, dans le règlement, c'est quoi? C'est 10 matchs, 20 matchs? Ça pouvait aller je crois, de 1 an à 7 ans. Enfin, c'était très long, les voilà, suspensions de 6 mois. Là, 3 matchs. Quelqu'un qui fait ça en amateur, il frappe, quoi, il y va. Mais c'est très simple, tu sais, il ne faut pas l'en vouloir. C'est nous qu'on n'a pas été à assez bonne époque. Bon, là, ça a été très fort. C'est qu'il y a 15 ans qu'il était en haut, il a placé tout le monde. Les arbitres, les mecs dans la fédé, tout ça et tout. Et comment tu veux faire un mec qui t'a placé? C'est même pas de la corruption ou quoi, tu vois. Inconsciemment ou consciemment, tu renvoies l'ascenseur. Mais Tapi a placé Jean-Michel Aulas, ça aussi, il ne faut pas oublier. Oui, mais ça après, il a oublié. D'ailleurs, Stéphane Tapi lui a rappelé dans un tweet hier ou avant-hier, je crois, il a raison. Mais voilà, il a été mis en place moitié par Nanar, et on pensait aussi à lui. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, naturellement, il a tout stratifié. Tu vois, il a fait l'administration un peu pseudo pays de l'Est, tu vois, où il y a tout le monde qui est en place, le politburo. Et donc, comment tu peux arriver? Le mec qui t'a mis en place, tu étais arbitre, tu étais. C'est important. La directrice, la nouvelle de la Ligue. Nathalie Boy de la Tour. Elle était au conseil d'administration de l'OL Fondation. Mais c'est ça, c'est important parce que j'ai fait une vidéo là-dessus cette semaine, c'est que c'est pas un complot, c'est du lobby. En fait, c'est comme aux États-Unis, tu vois, c'est du lobby, c'est qu'aux États-Unis, c'est très fort, ça, tu vois, il y a de lobby contre lobby, etc. Tu mettais plus en place. Et donc Gary, est-ce que tu penses qu'il faut faire un contre-lobby maintenant à Jean-Michel Aulas? Est-ce que c'est un truc sur lequel Jacques-Henri Hérault doit travailler? J'imagine que Hérault, il est sensible à tout ça. De toute façon, il a dit l'autre fois, j'ai compris, comme un peu il avait dit Tapi après Vata, quoi. Après, c'est des choses, bon, moi, ça me dépasse un peu. Ça ne m'intéresse pas trop non plus. Je trouve que ça prend un peu trop de place dans l'histoire. Après, ce Aulas, il défend son club, c'est toujours pareil. La personne qui lui ressemble le plus, c'est Tapi. Hein. Ouais. Tu vois, il me fait penser à Tapi à l'époque, donc tu vois ce que je veux dire. Quand tu l'as avec toi, tu es content, quand tu l'as contre toi, tu l'aimes pas. Ouais, par contre, Tapi, quand même, Bernard Tapie avait quand même, il arrivait à fédérer au-delà des frontières. Je pense que Lyon, sorti de Lyon, qui c'est qui a mis Lyon? Ça, c'est Marseille, c'est pas Tapi. Non, mais maintenant, il arrive à fédérer la haine autour de sa personne. C'est ça. Parce que la haine, c'est un mot un peu fort, mais la rancœur. La haine, moi étant un supporter de l'OM, étant Tamino, je suis aux Ultras abonné depuis des années. Ça doit faire 20 ans que je suis abonné aux Ultras. La haine, c'est depuis vraiment des années. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a une semaine ou il y a un an, c'est vraiment des années. Mais il a surtout cette haine envers Marseille. C'est jalousie, moi je pense. C'est ça qui est intéressant, mais parce qu'on a parlé de Tapi, etc. Moi je me souviens, dans les années 2000, justement, chaque fois que Jean-Michel Aulas donnait une interview, il allait placer l'OM, il allait se comparer à l'OM d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui l'a construit un peu cette rivalité, c'est lui qui l'a cherché. Ils se sentent faibles par rapport à l'OM, c'est tout. Alors, je vais vous lancer un scoop, je ne dirai pas le nom de la personne qui me l'a dit, mais quelqu'un un soir a passé une soirée à Saint-Tropez. Et ça avait bu un peu. Et il y avait Jean-Michel Aulas. Et il a avoué, il a dit si moi j'avais le public de Marseille, j'aurais défini champion d'Europe. C'est-à-dire que c'est là où il marronne. Je pense que c'est ça. Il est jaloux par rapport aux supporters. Il sait très bien qu'il avait tout mis en place, il avait le pognon, il avait les stars et tout qu'il fallait à l'époque. Mais il n'y avait pas cette ferveur derrière pour pousser. Et puis il y a la popularité de l'OM. Si c'est une bonne manière de te développer, non, Gary, tu utilises ton adversaire comme au judo en fait. L'OM, c'est qui l'OM? C'est nous, c'est les supporters. Oui. Et c'est ça, mais c'est ça, tu sais, c'est la popularité de l'OM, c'est aussi que c'est l'OM c'est nous à Marseille et l'OM c'est nous aussi à Miami, à Paris, à Lyon, on est de partout. Et c'est de ça qu'il se sert Jean-Michel Aulas. J'ai fait le tour du monde, j'ai eu la chance d'aller à la Bombonera, d'aller à River Plate, au Pérou, au Machu Picchu, on me parle de l'OM. On m'a parlé de l'OM de partout, la Bombonera. J'avais le maillot de l'OM. Et on m'a dit, allez l'OM. C'est un truc de fou. Je peux vous dire qu'en Russie, en Ukraine, puisque j'ai passé beaucoup de temps, quand on dit Olympique, tout le monde dit, il y a un club qui s'appelle Olympique en France et on te dit, non, Olympique, c'est pas Olympique Lyonnais, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'OM, comme on dit, l'OM, c'est nous, c'est cette jalousie de supporters. Là, on a gagné contre Salzbourg, on est en demi-finale. De suite, vous allumez la télé, on parle de l'OM et de Marseille. Quand il y a Paris, Lyon, ils étaient en demi-finale il y a un an. Ils étaient en demi-finale, c'est ce que j'ai dit. Ils étaient en demi-finale il y a un an. Il n'y a pas eu autant de ferveur, autant de. Je m'en rappelle même pas. Et l'OM, c'est dans le monde, c'est mondial. Mais donc justement, toi, Gary, qui essaye qui aime pas trop ces trucs-là, qui essaye de prendre un peu de distance avec ça, parce que finalement, voilà, s'il a pas réussi son coup, parce que nous, on pourrait s'en taper en fait de lui. C'est lui qui cherche tout le temps à nous provoquer un petit peu. Il fait genre à Tapi et à Canal, il fait ce qu'ils ont fait Tapi et Canal à l'époque. Ils ont inventé de toutes pièces une espèce de rivalité, ils ont inventé une espèce de classico qui n'existait absolument pas
pour que ça vaille quelque chose dans leur droit télé. Eux, ils nous ont inventé l'Olympico il y a quelques temps. C'est pareil, je pense que ça doit se faire la bise, Hérault et Aulas, peut-être, tu vois. Ah oui, comme la Brune et Benz Aulas. et Tapis se faisaient la bise ou quoi, je pense, à un moment donné. C'est les mêmes gens, hein. C'est les mêmes gens. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Après, les gars, les supporters, allez, on supporte, on chante, Aulas, machin. Mais c'est les puissants, c'est les riches, et nous, on est les ouvriers, on paye les places et on se fait un peu bananer à un moment donné. Hein, enfin, je veux pas vous casser le délire, mais. Non, mais c'est intéressant, justement. Donc, c'est un peu des sujets. Moi, ces chansons sur Aulas, on va te casser ton stade et tout, je trouve ça un peu con quand même. Il faut pas tomber dans son piège. Parce que si on lui casse le stade, les amis, on va peut-être se faire suspendre en Champions League l'année prochaine. Et moi, des suspensions de Champions League, j'en ai connu une en 93 et j'ai pas envie d'en connaître deux. Voilà. Voilà. C'est le grand frère qui parle. C'est surtout pour l'image d'un supporter de l'OM. On a vraiment une image déjà un peu débile, on va tout casser. Vraiment. Donc si vous ne cassez pas les sanitaires, vous restez calme. C'est vrai que à la base, la chanson, c'est Aulas, on va gagner chez toi. Voilà, c'est très bien. On va gagner chez toi. C'est un remix. Et du coup, c'est parti en biberine, Aulas, on va tout casser. Mais c'est vrai que quand on dit à Marseille, on va tout casser, c'est on va faire la fête, on va. Après, on est une période charnière, je pense, où l'existence future des clubs de supporters peut être remis en question. Donc exactement. Je pense que tous les leaders des clubs, il faut qu'ils tiennent leurs mecs, parce qu'on est à deux doigts. Notre rêve de club de supporters, de foot populaire, tout ça qui existe encore un petit peu, hein, les tribunes. Hier j'étais à Jambouin, j'étais avec mon fils, c'était merveilleux, je me suis fait chier tout le match. Il m'a manqué cette dimension, tu vois, d'avoir vraiment populaire autour de moi. Si on veut que ça continue un petit peu, je pense que les mecs, il faut qu'ils tiennent leurs gars et qu'à Lyon ça se passe bien. On est d'accord? Ah oui. Ah si, là l'image, c'est commence à tout casser. Les winners d'ailleurs, ils ont sorti un communiqué qui est intéressant parce qu'ils disent bon voilà, on n'est pas con, on va faire. Quand on dit on va tout casser chez toi, c'est prépare-toi à nous accueillir quoi. Il va y avoir une tornade qui va arriver. S'il faut bac plus 5 pour comprendre ce qu'ils disent les winners, je pense qu'il y a des mecs qui sont un peu basiques, simples, basiques dans leur groupe. Il faut leur dire casse ou casse pas. Ils se battent entre eux dans la tribune, donc ils peuvent se battre là-bas facilement. Mais ça on verra. Mais ouais, en tout cas, ton appel il vaut vraiment le coup. On espère qu'il va être relayé. Je pense que la direction de l'OM va faire le taf. Je pense qu'ils vont faire une réunion avant la finale. Si on va en finale, avant la finale, ils vont leur dire les gars. On a fait un travail de fois 2 ans. Il y avait la brûlée encore. Il faut se rappeler d'où on vient là, cette histoire. Et je dirais là, vous arrivez, on arrive en finale et vous allez vous mettre le bordellino derrière. Et surtout là, on a un président très intelligent, carré, droit. Qui là est en train d'apprendre. Mais là, comme il a dit, j'ai compris, je pense que l'année prochaine, ça ne sera pas la même histoire au niveau de. Il va installer ses pions lui aussi. Et justement, là, on sort un petit peu du terrain, mais encore, Gary, vu que tu es proche de pas mal de groupes de supporters, etc., apparemment, les groupes de supporters se disent Hérault, il a peut-être une attitude ambiguë envers nous, il ne nous défend pas, des fois, il nous suspend, des fois il nous met en avant. Comment tu le ressens toi ça dans les virages? C'est un bras de fer permanent de toute façon. Parce qu'on est dans un changement en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut garder l'indépendance il faut que les clubs de supporters soient solidaires entre eux, qu'ils se parlent. En tout cas, au niveau de l'OM, moi je pense même que ça devrait être le cas nationalement. Parce qu'à un moment donné, on se traite de tous les noms pendant 90 minutes, mais je pense qu'il faut qu'il y ait à un moment donné. Il y a une association nationale des supporters, mais c'est vrai que les supporters de l'OM sont pas dedans. Ça bricole. Donc déjà, rien qu'à Marseille, que tout le monde soit cohérent par rapport à la direction du club, et évidemment au niveau national, par rapport à ce foot business, par rapport à tous ces trucs-là qui nous dépassent, parce qu'à un moment donné, notre jouet, on va nous le piquer. Et nos virages, ils coûteront 250 € le match, etc. Et ça ne sera plus la même. Ok. Bon, on va passer à une question plus globale et revenir à notre ami Aulas. Et on va se servir de ton t-shirt, Hervé. Oui. Parce que c'est Thanos, Aulas. Captain Massilia, voilà. Donc, est-ce que c'est une question plus symbolique qu'autre chose? Et on a parlé de Claude Besse, de Canal+, etc. Est-ce que Jean-Michel Aulas est rentré dans le club des super vilains contre l'OM? Tu vois, au même niveau que les Claude Besse, les Canal+, etc. Ces gens. Il n'est pas encore à leur hauteur, mais on va dire il est dans les Sinister Six, comme on dit en anglais, les 6 méchants que ce Spider-Man. Donc voilà, on va dire c'est un peu, peut-être pour moi, c'est un peu le vautour, tu vois. Le vautour. Il a la tête du roi. Ouais, ça lui ressemble un peu à la tête du vautour, tu vois. Donc oui, il est en train de rentrer, mais il aime ça. Mais c'est bête, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte, ces gens-là, que c'est un qui génère, que ce soit dans la musique, des fois, Gary, tu sais, moi, par exemple, le hip-hop, j'adore ça, mais quand le hip-hop dure, les mauvais messages,
Tu as des gens, comme tu dis, qui sont basiques, qui comprennent, ils prennent un message au premier degré. Et lui aussi, c'est quand même, à un moment donné, tous ces dires qu'il fait, ces provocations, qui te dit qu'à la fin, ça n'a pas amené un fait divers, cette connerie, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter d'attiser la haine. Alors que c'est lui qui dit tout le temps, oui, vous attisez la haine, il a attaqué des consultants. C'est un petit voyou, ce Lopez. Il a la chance d'être dans notre époque. Il y a 30 ans en arrière, il se faisait latter sur un terrain. Il y en a quelques-uns l'auraient secoué. Le minot, il a fait couler Bastia. Il a fait. Oh, il a jamais rien, je veux dire, mais c'est un truc de fou. Il a un CV, ce jeune-là. Et tu te dis, impunité, donc il va continuer. C'est pas bien ça. Il faut, même si tu le sais qu'il est, tu vas le voir, tu dis arrête. C'est pas bon cette mentalité, moi. Ce qu'ils sont en train de véhiculer ce message, il est en train de faire détester son club et comme je dis, sortir la région lyonnaise, qui sait qui aime Lyon. Ouais, après le Aulas, je pense que le réseau social, ça lui fait du mal, un mec comme ça. Tu vois, c'est un mec qui a l'air d'être vachement réactif, tout ça, donc un peu comme Trump, tu vois. Donc, et dès qu'il pense une connerie, il va l'écrire sur Twitter. Avant, il était comme pareil, mais il ne le marquait pas sur Twitter, donc tu le voyais un peu moins, tu vois. Et ces mecs-là, le réseau social, ça leur fait du mal. Avant, il était hyper actif médiatiquement. La différence, c'est que on le sait, en tant que média, dès que Jean-Michel Aulas dit un truc, tout le monde réagit, ça fait réagir, et c'est le meilleur client des médias depuis, je sais pas quoi. Donc maintenant, il n'a même plus besoin de donner d'interview, il suffit qu'il prenne son téléphone, quoi. Donc, on a René, ils ont Aulas, quoi. Non, c'est pareil. Je préfère René, ouais. Nous aussi, je pense bien. Bon, on va arrêter de parler de Jean-Michel Aulas, on va rappeler à tout le monde, donc n'allez pas casser son stade, soyez plus intelligent que ça. Vous pouvez mettre le why, que tu as fait partie d'un groupe à qui ça tenait à cœur. Non, mais mettre le why, c'est évidemment les fumis, tout ça, mais mettre le why, c'est aussi remuer les consciences, c'est avoir des discours tranchants contre l'establishment, contre tout ça, c'est ça, mettre le why. Hein. Donc, mettre le why, c'est aussi être intelligent. Voilà, mettre le why de manière intelligente et puis de ne pas mettre en péril le futur des groupes de supporters parce que c'est très important. Donc voilà, on va s'arrêter là, messieurs, je vous dis grand merci. Grand merci, Gary. Donc, on rappelle… Tu me le donnes le ballon Aulas. Si tu le jettes dans la tête d'Aulas, on a dit non. On a dit pas d'agression. Ouais, non. Non, mais un grand plaisir. On rappelle donc que tu es en tournée avec Massilia, donc à Istres dans pas longtemps. Ouais, le 4 mai à Istres, on commence notre tournée d'été et qui va nous amener loin. Loin, voilà. Donc allez les voir, ça vaut le coup. Mika, OM Fan Club Miami, on va en parler un peu plus sur Football Club de Marseille. Donc merci d'être venu. Avec plaisir. Et Hervé, bon il faut que c'était quel personnage de Marvel, toi? De quoi que je préfère? Chez Football Club de Marseille, tu vas être qui? Tu vas être comment il s'appelle le mec qui jouait Samuel L. Jackson là? Ah, Nick Fury. Voilà, le Nick Fury de Football Club de Marseille. C'est pas mauvais. Moi, je préfère le Punisher, moi, tu vois. Punisher. Bon, complètement le Punisher. Bon, on s'arrête là parce que sinon il va nous sniper. On vous dit à très bientôt, donc lundi prochain pour un nouveau débat foot Marseille. Et puis, en attendant, continuez de supporter l'OM ce dimanche à Angers. Allez, ciao, ciao.